Pour rappel, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, on va dire, hein, dans un jargon catholique, Paul Stokeley est à Cleveland. Il est en exil. Il est hébergé par Zeph Asonzi, qui est un journaliste de Cleveland, un Clevelander, comme on dit. Et dans le chapitre 8, qui fera l'objet de cette lecture ce soir, Paul Stokeley sera dans le village de Gagnat. Gagnat, c'est la femme de Zeph Asonzi. Donc il est en villégiature pour comprendre le pays profond, découvrir le pays profond. Et le titre justement de ce chapitre 8, c'est l'arrière-pays au secours du blues de l'exil, avec ce dicton tigrinya, ça vient d'Érythrée, donc de l'Afrique de l'Est. Plutôt que de mourir, les imbéciles fleurissent. Alors ça, c'est un dicton qui est franchement adressé à tous les tchapalocrates de Farafinasso. Plutôt que de mourir, les imbéciles fleurissent. Alors, je vous propose de commencer cette lecture de ce soir à la page 255. Zeph Asonzi, toute sa famille et Paul prennent le car, donc 2 heures de route pour rejoindre Maracou. Maracou, c'est la grande ville dans le nord de Cleveland. Ils vont quitter la capitale dans le sud, Mao Tomé, pour Maracou. Page 255. 2 heures plus tard, quand le soleil atténua la virulence de ses rayons sur le village, Zeph entreprit de faire promener son hôte dans les ruelles du village de sa belle famille. Une buvette attira la curiosité de Paul. Les effluves du breuvage qui s'en échappaient captivèrent son odorat. Du tchapalo dans le septentrion comme à Dougoutiana. Décidément, le septentrion des pays de Farafinasso savait se distinguer. Le procédé de fabrication semblait le même. Pour le goût, ce tchapalo clevelandais devait passer sous le jugement des papilles de l'espère dougoutianais. Paul commanda instamment un verre test. À table, ses interlocuteurs se recrutaient parmi de jeunes paysans revenus des travaux champêtres et de jeunes étudiants en vacances dans le village. Paul apprécia le cru servi par la tenacière. Il était corsé, tout aussi bon que celui d'une buvette de KwaZulu, peut-être un peu différent sur le palais. La teneur en sel des sols dans le septentrion expliquait cela. Ici, on n'était pas bio, on naissait bio. On grandissait et on mourait bio. Rien à voir avec la ville. L'impétueux vent de la modernité avait déversé ses infects relents chimiques. À Dougoutiana comme à Cleveland, les intrants livraient une guerre sans merci à la nature. Les techniques culinaires n'avaient pas non plus été épargnées par l'alchimie cancérigène proposée par les bouillons. Le mil et le maïs du tchapalo n'étaient plus bio, décontenancés qu'ils étaient par la pression des intrants. Note de satisfaction dans la grisaille, leur technique de fermentation était restée intacte. Tout le trésor de la fabrication du breuvage le plus bio du septentrion était concentré dans un gobelet 2 fois moins cher que dans la capitale. Si le sud se bombait le torse avec son sodabi, le septentrion avait pour lui le tchapalo, porte-étendard de son génie enivrant. Le dosage du précieux breuvage suffisait à réveiller le bagou inhibé d'un Paul qui prenait encore ses marques dans le village. Il ouvrit les vannes d'un échange improvisé pour appâter l'attention des clients de la buvette. Je ne sais pas ce que certains citadins recherchent dans les bières industrielles importées. Moi, le tchapalo me suffit amplement. En tout cas, certains combattent l'impérialisme par des proses au vitriol. Pourtant, l'impérialisme se retrouve dans nos verres, blondes ou brunes. Les fils de Farafinasso sont en permanence dans la réaction. Quand il s'agit de passer au palier supérieur de l'action,
il reste bloqué. En tout cas, si la raison s'appelait Marianne, l'indignation, elle, se prénommerait Mariam, s'est penché à un jeune client. La dernière formule fit pouffer le rire Paul. Il avait en face de lui un jeune étudiant en deuxième année de master de philosophie à l'université de Mao Tomé, dont l'habileté au débat semblait bien aiguisée. Il est peut-être temps que les philosophes deviennent rois et que les rois deviennent philosophes, Farafinasso, tu ne crois pas? Relança Paul. Je doute fort que ce vœu pieux platonicien ne serve à grand-chose pour le cas de Farafinasso. Le pouvoir y est appréhendé comme un patrimoine, une sorte de vestige insubmersible, des gènes de chefferie et de royauté hérités de nos ancêtres. La doxa l'accepte ainsi. Elle transpose cette mentalité en politique, si bien que c'est au pouvoir qu'il faut constituer son patrimoine. Celui qui ne le fait pas n'est pas digne d'être appelé fils. Ce jeune étudiant avait du répondant. Paul était tout au plus de 5 ans son aîné. Zeph avait du plaisir à suivre cette discussion calibrée. Il connaissait presque toutes les grandes familles du village de sa femme. Au temps de son offensive de charme, quand il draguait sa future compagne et qu'il plaidait Rodomo, il avait appris à connaître presque tous les jeunes du village, soit directement, soit par renseignement interposé. Et puis je vous propose de terminer à la page 265. Page 265. Au bout d'une semaine, Paul s'accommoda du trajet et du mode de vie de Maracou. Une journée au champ avec l'incontournable déjeuner champêtre, et le soir, sur la grande place du village, animation, contes, jeux au clair de lune réunissaient jeunes citadins en quête d'évasion enrichissante et tous ceux qui avaient une âme d'avant-gardiste de la tradition. Une semaine avait passé depuis le dernier coup de fil de Paul à son beau-père. Il avait promis de le joindre une semaine plus tard, à la même heure, pour tenter de rentrer en contact enfin avec sa mère et ses sœurs. Paul rappela la promesse à Zeph en rentrant du champ. Le soir, au bout du fil, il avait la voix tremblotante de sa mère. Une bonne dizaine de secondes s'écoula. Paul écouta la respiration nouée d'émotion de sa mère, puis il s'élança. « Je vais bien. Tu n'as rien à craindre. Ne t'inquiète pas. Je voulais juste t'entendre et te le dire de vive voix. » La réponse télégraphique de Paul resta invariable malgré l'insistance de sa mère pour connaître sa position. La promesse avait été tenue, un poids ôté. Voilà pour cette lecture. Alors, quelques commentaires. Paul est à Maracou. Maracou, le village de Gagnat. Gagnat, la femme de Zeph. Et il est surpris parce qu'il se rend compte que le Tchapalo, il est finalement continental. C'est-à-dire qu'il y a du Tchapalo à Dogoutiana, mais il y a du Tchapalo dans l'état voisin, c'est-à-dire à Klukuiland. Et il se rend compte que c'est vrai, il y a plusieurs variétés de Tchapalo, mais autour du Tchapalo, autour d'un Tchapalodrome ou dans un Tchapalodrome, les discussions restent toujours enflammées. Et ça rappelle que ces bistrots traditionnels, finalement, sont des îlots de liberté d'expression au cœur de démocratie où on peine à avoir la liberté d'expression. Et dans l'échange qu'on a pu lire tout à l'heure, on se rend compte que ceux qui sont les clients de ces Tchapalodromes, ce ne sont pas forcément des désœuvrés, ce ne sont pas forcément des illettrés. Il y a des étudiants, il y a l'avenir de l'intelligentsia qui se retrouve dans un Tchapalodrome. Donc, être tchapalophile ou boire du Tchapalo ne fait pas de vous forcément un ivrogne. Mais il y a cet échange-là. Et il y a cet échange très intéressant que j'ai pu retenir à la page 258 entre l'étudiant en philosophie et Paul Sokeni sur justement l'impérialisme. Et là, ça me fait plaisir. Je vais relire ça rapidement. Certains combattent l'impérialisme avec des proses au vitriol. Pourtant, l'impérialisme se retrouve dans nos verres, blondes ou brunes.
les fils de Farafinasso sont en permanence dans la réaction. Quand il s'agit de passer au palier supérieur de l'action, ils restent bloqués. Et cette formule, qui me plaît particulièrement, je ne sais pas pourquoi, en tout cas, si la raison s'appelait Marianne, l'indignation, elle, se prénommerait Mariam. Marianne et Mariam. Voilà, un petit jeu de mots entre voilà, un prénom occidental qui rappelle une colonie gauloise, voilà. Et puis Mariam, qui est un nom typiquement farafinois, et qui nous rappelle qu'il y a cette alliance justement entre ces deux peuples-là. Mais qui montre également, c'est parce que c'est une formule, l'impérialisme se trouve dans nos assiettes, c'est une formule de Thomas Sankara. Et moi, c'est aussi ma signature, c'est-à-dire que, en plus je ne suis pas forcément fanat de belles lettres, mais ma signature, c'est surtout une signature proche de l'autodétermination, à travers justement des formules proches de héros de cette autodétermination-là, à Farafinasso. Ce 8e chapitre nous a montré que Paul Stokeley a fui un peu la pression qui était sur lui à Mao Tome, parce qu'il est à la recherche d'un statut justement, et pour se retrouver dans un village. Et c'est justement, il va retrouver son équilibre dans ce village-là. Un équilibre qui a été rompu depuis qu'il a quitté précipitamment Dogoutiana. Et la fin de ce chapitre nous montre que Paul Stokeley, pour la première fois depuis plusieurs semaines, va essayer de joindre sa mère comme il avait promis à son oncle et va rassurer sa mère. Il est bien vivant, il se porte bien, et en attendant ce mandat d'arrêt international qui va bouleverser toutes les choses, ou tout son parcours, Paul Stokeley est bien encadré, en tout cas par sa famille d'accueil à Klukluland. Voilà, c'était ce commentaire de ce soir qui va mettre fin à notre odyssée. Commentez, partagez, c'est un échange. J'attends de vous vos critiques, vos échanges, vos partages également. Pour ce 8e numéro de Berceuse farafinoise, je vous dis merci de nous avoir suivis et puis à la semaine prochaine.